Donc la première conférence sera sur comment décarboner l'industrie du métal par Fabrice Pinard, ingénieur civil X-Pont, qui travaille chez ArcelorMittal. Bonjour à toutes et tous. Comme vous préférez. Ouais, non, je vais faire là. La petite zapette. Donc voilà, comme ça a été indiqué, donc, je suis de chez ArcelorMittal. Ça n'a pas été cité, mais c'est typiquement le type de trajectoire. Hein. J'étais élève des ponts et chaussées. ArcelorMittal, même si évidemment on est fournisseur de matériaux pour les infrastructures, c'est pas directement pour faire, c'est pas immédiatement imaginé comme une industrie pour faire des ponts et chaussées. Mais donc tout ce qui a été dit là par dans l'introduction du directeur de l'école est clair. C'est une école généraliste, pour répondre peut-être à la question juste avant, comment on l'a présentée. Aujourd'hui, simplement pour dire, on parle de transition. Chez nous, c'est clairement une révolution dans l'industrie sidérurgique. Et on parlait des gens qui étaient très émetteurs et qui étaient donc du coup au cœur de la problématique et qui doivent travailler d'arrache-pied sur le sujet. On est de ceux-là. Imaginez évidemment que c'est le sujet central de tout le monde au sein de l'organisation. Après, la santé-sécurité qui est notre priorité absolue, tout ce qui a trait à cette décarbonation, ça infuse, ça diffuse dans l'organisation. Et c'est aussi important, on parlait dans la formation ingénieur, de s'assurer que les gens ont les prérequis. Hein. Moi, je suis professeur dans quelque chose d'un petit peu basique, hein, génie mécanique et matériaux ici, donc j'allais dire, c'est pas directement lié à la base, mais déjà dans le cadre de cet enseignement, on réfléchit aux impacts environnementaux. Évidemment, il y a des thématiques du type l'analyse cycle de vie qui sera présentée juste après par Adélaïde Ferraille, qui sont évidemment aujourd'hui des thématiques centrales. Alors, pour faire vite, je pense que je ne trahis pas de secret en disant que l'acier est partout, est fondamental, un matériau fondamental d'énormément d'industries au-delà de la fourniture de l'industrie sidérurgique. Donc évidemment, on a ce rôle à jouer dans toutes les zones du monde, dans toutes les industries. Je vais surtout pas m'attarder sur ces chiffres, juste pour rappeler que ArcelorMittal, c'est quelque chose de très important dans le monde, très important en Europe, très important en France. Hein. C'était juste l'occasion de rappeler que 15 000 salariés, c'est pas rien, qu'évidemment, on parle de millions de tonnes d'acier fabriqués en France, à Dunkerque, à Fos, transformés dans tout un tas de sites et distribués à travers le monde. Hein. Il y a des exports au départ de la France vers toutes les zones du globe, avec un certain nombre d'aciers de spécialité. Pour dire aussi que on investit massivement en France. On a, parce que Florent, j'avais défrayé la chronique il y a quelques années avec la fermeture des hauts-fourneaux, mais pour dire qu'aujourd'hui, on a une des lignes les plus modernes du groupe qui a été mis en place à Florange. Que la digitalisation aussi, c'est des mots un peu valises, excusez-moi, mais est partout évidemment. Et donc quand on fait une nouvelle ligne comme ça, c'est ce qu'on a coutume des fois d'appeler l'industrie 4.0. Et donc elle est digital native. Je vais m'arrêter là avec les anglicismes. Mais voilà, on a des digital labs. Vous le verrez plus tard quand je parle de révolution. On cherche. On va aller dans différentes directions. On a besoin de toutes ces directions pour à la fin réussir à atteindre notre objectif qui est la neutralité carbone à horizon 2050. De ce fait, on noue énormément de partenariats avec des petites entreprises, avec des moyennes entreprises, avec des grands groupes. Et donc ça, c'est essentiel aussi. On a, je le mentionnerai plus tard, mais des fonds d'investissement pour essayer d'accompagner un certain nombre de jeunes pousses, pour prendre le terme consacré en français. Et donc c'est vraiment un fourmillement de recherche en technologie. On parlait tout à l'heure de solutions, de technologies à développer, avec des compétences qui sont nouvelles. Hein. Pour nous, je pense que... Alors,
j'ai pas mis de slide sur le haut fourneau, le fonctionnement d'un fourneau. J'ai considéré que c'était un peu un prérequis, même dans l'enseignement secondaire, de se dire que voilà, depuis, je vois des yeux qui s'écarquillent. Juste pour le rappeler en 2 mots, hein, ça fait à peu près 100 ou 150 ans qu'on fabrique l'acier de la même manière, à savoir, on met du minerai de fer, on met du charbon coquéfié, on fait chauffer tout ça, et à la fin on a de la fonte et du CO2. Et donc, c'est ce qui m'amène évidemment naturellement à vous dire, juste avant, le directeur de l'école a dit, il y a des acteurs, des secteurs qui sont, je vais dire, au cœur de la discussion. La sidérurgie, pour l'Europe, ça représente quand même 9% des émissions, hein, donc c'est déjà majeur. Si on regarde le cas spécifique de la France, sachant que notre électricité, avec la part très importante du nucléaire, est déjà largement décarbonée, la sidérurgie, ça devient 18% de ce qui se passe en France. Donc vous imaginez bien que quand la France prend des engagements en termes de décarbonation, par rapport aux accords de Paris ou autres, évidemment, elle intègre nos plans, nos trajectoires de transition et de réduction de nos émissions de CO2. On est une partie intégrante, et vous verrez plus tard qu'évidemment, c'est un lien étroit avec les autorités, les financements européens, financements nationaux, financements régionaux, parce que cette révolution technologique, cette révolution industrielle, hein, on peut vraiment parler de nouvelle révolution industrielle dans notre domaine, en tout cas, sans doute dans plein d'autres. Hein. Aujourd'hui, je suis désolé, ce sera très acier, hein, j'allais dire l'intitulé était tous les métaux, mais c'est vrai, ça s'applique évidemment dans le secteur de l'aluminium notamment, hein, ils ont les mêmes problématiques, les mêmes discussions et les mêmes révolutions en cours, mais vous imaginez bien qu'avec voilà, un secteur qui pèse 18% de la totalité, c'est évidemment majeur dans le bilan de la France, c'est majeur dans le bilan de l'Europe avec les 9%, et donc, et c'est même des activités évidemment à travers le monde, puisque cette trajectoire de réduction des émissions de CO2, elle est globale. Alors, pour dire, alors je suis désolé, des fois le désacier meilleur pour la planète et ses habitants, le motto habituellement il est en anglais, alors ça fait peut-être un petit peu suranné, je m'en excuse, mais c'est bien l'ambition du groupe affichée maintenant depuis je vais dire, dans l'absolu depuis toujours, hein, la conscience sociétale a toujours été très forte au sein de ce qu'ont été Usinor, ArcelorMittal, et voilà, avec cette ère qui s'ouvre devant nous, évidemment, ça devient plus que jamais une responsabilité sociétale majeure, hein, pour notre entreprise. Les engagements qui ont été pris, c'est donc en Europe de réduire de 35% les émissions de CO2 à l'horizon 2030. 2030, c'est évidemment demain. Quand on voit nos installations, enfin peut-être pour donner un élément de référence, hein, un haut fourneau, la réfection globale, c'est tous les. Alors, c'est comme dans l'industrie navale, hein, vous avez des petits carénages, vous avez des grands carénages, mais c'est des échelles de temps de l'ordre de 15 ans ou 30 ans, en fait, hein, les grandes opérations de maintenance de ces outils. Donc, quand on s'engage dans une transition de ce point, de cette ampleur, et qu'on parle d'une échelle de temps de moins de 10 ans, vous comprenez que pour nos industries, c'est quelque chose de massif, de compliqué. Et donc, voilà, je vais essayer de vous décrire un petit peu les routes technologiques, les chemins technologiques qu'on explore, et à quel point c'est une révolution. Et l'objectif final, hein, c'est à l'horizon 2050, la neutralité carbone. Évidemment, dans ce genre de trajectoire, c'est les derniers pourcents qui sont les plus compliqués à atteindre. Hein. Alors, l'ambition, c'est pas de planter des arbres à la fin, hein, mais on va jusqu'à des technologies du type captation du CO2. Donc, vous verrez un petit peu tous les enjeux technologiques pour nous. Ce qui est aussi très important dans ce genre de discussion, et je pense qu'Adélaïde reviendra dessus avec l'analyse cycle de vie, c'est quand on échange des chiffres, même là, je vous plaque des objectifs, il y a toujours des problèmes de normes, de normalisation, de mesures. C'est un sujet en tant que tel, hein, c'est être capable de comparer, c'est être capable de se donner des références, de décrire des trajectoires. Donc, le SBTI, si vous en avez déjà entendu parler, c'est les Science-Based Targets. Donc, on s'inscrit complètement
dans cette démarche, hein, d'avoir des référents scientifiques, d'avoir ces sources scientifiques pour être capable de comparer tout ce qu'on publie, et évidemment avec des audits, j'allais dire, des contrôles de tierces parties, de pairs dans leur domaine, pour être capable, hein, d'avoir... on voudrait surtout pas, derrière, à un moment ou à un autre, être accusé de greenwashing, hein. Évidemment, il y a un risque réputationnel qui est énorme dans ce domaine, hein, et donc pour nous c'est vraiment central. On a une démarche également d'organiser la profession, hein, vu notre position dans le marché, on a cette responsabilité aussi, hein, donc il y a un certain nombre de labels de responsible steel, enfin il y a tout un tas de choses qui s'organisent autour de ça. Je vais surtout pas prendre du temps ce matin, puisque le but c'est aussi d'avoir un temps d'échange et de questions-réponses à la fin. Donc je vais vite, mais c'est aussi une responsabilité de l'entreprise d'organiser et d'avoir ce type de métrique au niveau mondial, hein, parce qu'évidemment aussi c'est un sujet important de savoir comment vont être mesurés les imports, notamment de pays en dehors de l'Europe, hein, sachant que l'Europe est plutôt à la pointe de toutes ces démarches. Alors, je disais que j'avais considéré qu'en prérequis, vous aviez cette notion de haut fourneau, hein, ça reste en France le moyen essentiel de fabriquer de l'acier aujourd'hui, hein, les hauts fourneaux avec ce que vous connaissez de la technologie qui... Alors évidemment, hein, on a énormément progressé, on a des contrôles, on était un des premiers à implémenter l'intelligence artificielle, hein, le système Sachem a été développé au départ sur notre site de Fos. Je le prends en référence. Alors maintenant, on disait que l'intelligence mise en œuvre dans le système Sachem de pilotage du haut fourneau, c'était équivalent à faire un décollage d'Ariane. Alors à l'époque, c'était Ariane 4, hein, donc pour vous dire que ça date. Donc évidemment, on a des outils très performants dans leur domaine, très optimisés, mais c'est tout simple, hein, on rentre du charbon. Et donc à partir de là, à la fin, juste derrière, on a massivement du CO2. Alors, je vous disais, on a un secteur qui est finalement très émetteur. On est aussi un secteur qui quelque part plaît parce que vous avez peu de lieux, peu de localisations finalement en Europe, ou même en France, hein, si on réfléchit, avec Dunkerque et Fos, vous avez une part énorme, peut-être, j'ai pas fait le compte, j'ai pas regardé les chiffres, mais c'est peut-être 90 ou 95% du CO2 émis par la sidérurgie. C'est-à-dire que vous avez quand même, en 2 sites industriels, la possibilité d'avoir un lieu à traiter, hein, quand je dis à traiter, parce qu'il faut faire évoluer la technologie, et si on envisage des projets de captation, et c'est le cas du coup du projet pilote qui est développé à Dunkerque, un lieu unique où vous avez une source très importante de CO2 pour toutes ces expérimentations. Juste pour revenir sur le transparent qui est ici présenté, pour vous dire que on a obligation d'explorer différentes voies d'optimisation, différentes alternatives technologiques, hein, donc on est obligé de combiner tout ça. On va aller changer finalement le procédé de réduction, hein, puisqu'à la base c'est ça, on a ce minerai de fer et on donc développe des industries, des solutions technologiques du type de réduction directe. On va augmenter l'utilisation des ferrailles dans le cycle. On va optimiser toute la filière. C'est aussi très interdépendant du reste. Quand je dis très interdépendant du reste, on parle beaucoup de l'hydrogène, on parle beaucoup d'énergie verte. Évidemment, c'est une usine à gaz, juste pour reprendre l'expression, galvauder un haut fourneau. C'est d'un point de vue énergétique, il y a des flux énergétiques dans tous les sens, mais globalement, l'énergie est au cœur, évidemment, de la réaction, est au cœur du réacteur, et donc on est vraiment dépendant aussi de la disponibilité d'énergie verte, d'énergie décarbonée, et dans le futur, d'avoir à disposition, en quantité nécessaire et suffisante, ces énergies décarbonées. Là encore, avec cette concentration, j'allais dire, en 2-3 sites pour le sol français, par exemple, c'est aussi quelque chose qui plaide en faveur d'organiser cette amenée, on va dire, d'énergie décarbonée en des lieux uniques.
Voilà, donc je vais pas m'étendre sur les différentes solutions technologiques, mais je vais montrer un petit peu plus tard ce qu'on essaie de faire, mais retenez qu'on a évidemment énormément de fer au feu. On est dans cette phase jusqu'à 2030 dans une phase d'expérimentation, hein, faut être très clair. C'est des projets pilotes qui sont des briques. Dont on va vérifier le rendement, l'efficacité, parce que si c'est créer des technologies qui ont un rendement énergétique tout à fait déplorable, on a résolu que très partiellement l'équation globale. La ferraille, je pourrais le dire à différents mots, je le montrerai juste après peut-être, voilà, juste pour faire la discussion sur la ferraille. Ça peut paraître un peu un moyen simple, hein, de résoudre le problème. On dit, on va utiliser de l'acier secondaire, on va utiliser essentiellement de la ferraille. La source ferraille, elle est limitée, ça c'est le premier point, et la source ferraille, elle est déjà très bien exploitée. Donc il n'y a pas de montagne de ferraille quelque part. Oui, alors, je suis désolé, Adélaïde, au-delà du jeu de mots, donc il n'y a pas de montagne de ferraille à trouver quelque part, et de se dire, bah, dorénavant, je peux simplement aller chercher de la ferraille, ou le faire avec un système du type electric arc furnace, donc transformer la ferraille, retransformer pour en faire de l'acier. Ce serait trop simple en fait, hein. Et alors, c'est des discussions qu'on peut avoir avec certains de nos clients, hein. Moi, je me concentre essentiellement dans le secteur automobile. Un acteur automobile seul, allez, je vais en prendre même un Renault, hein, ou Renault ou un Stellantis, Renault-Nissan, c'est des grands groupes, mais pris individuellement, on pourrait dire à demain, on peut vous livrer avec de l'acier obtenu uniquement par four électrique à base de ferraille. Et lui, il dit, tiens, c'est bien, j'ai obtenu mon objectif de réduction de CO2. Ce ne serait pas une réponse sociétale de la part d'ArcelorMittal, parce que cette ferraille, si on la retire, en fait, si on la donne à monsieur Renault-Nissan, on la retire d'autres secteurs industriels. Et donc, demain, aujourd'hui, par exemple, hein, la ferraille est massivement utilisée pour les produits longs, hein, donc tous les rails de chemin de fer sont obtenus avec des procédés du type four électrique, donc ils sont par essence plus décarbonés que l'acier qu'on va pouvoir livrer peut-être aujourd'hui au secteur automobile, mais ce serait juste des transferts. Donc, on a obligation de travailler sur la route primaire. Vous voyez là le graphique en bas à gauche, il est essentiel pour dire que, voilà, il n'y a pas de magie, parce que l'acier disponible sous forme de ferraille, il va aller croissant parce qu'il y a eu, j'allais dire, une croissance de la consommation de l'acier, et au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, ça dépend un petit peu des secteurs utilisateurs, hein. Alors des fois c'est au bout d'un an, alors ça c'est moins bien, hein. Mais voilà, il y aura un flux de ferraille, bien sûr, il va être croissant parce qu'on va récupérer des fers à béton, parce qu'on va démanteler un certain nombre d'installations industrielles, que sais-je, mais il n'est pas infini, donc on ne peut pas baser la stratégie sur cette solution. Et de toute façon aujourd'hui, et c'est ça qui est essentiel, c'est que tout ce qui est ferraille est déjà exploité, tout ce qui est ferraille est déjà recyclé. Donc si vous en avez chez vous, si vous voulez œuvrer pour la planète, ramasser toute la ferraille que vous avez chez vous et emmenez-la dans une déchetterie, c'est très facile à trier, c'est ferromagnétique, donc ça se trie très facilement, ça se recycle très facilement, et aujourd'hui, voilà, on considère que peut-être quelque chose comme 95% de la ferraille est déjà recyclée. Voilà, donc c'est évidemment une route qui va être utilisée, et notamment si on le combine avec de l'énergie verte, hein, ça permet d'avoir un produit très bas carbone, enfin avec un contenu CO2 très, très faible, mais on a obligation de décarboner une filière primaire. C'est la même chose pour tous les matériaux, hein, c'est simplement, aujourd'hui, je parle de l'acier, il y a aussi souvent de polémiques, on parle d'aluminium primaire, aluminium secondaire, c'est pareil, la ressource d'aluminium secondaire, elle n'est pas infinie. Donc quand on entend dire, oui, c'est magique d'aller chercher de l'aluminium secondaire, parce que, évidemment, la première étape de fabrication de l'aluminium primaire, elle est énergivore au possible. C'est pas une solution pour la planète, j'allais dire. Ils ont aussi l'obligation, eux, d'utiliser de l'énergie verte. Ils ont aussi l'obligation, eux, d'aller réfléchir à décarboner leur fabrication primaire, parce qu'on ne pourra pas faire sans. On ne pourra pas en faire l'économie, ou alors ce serait une logique, j'allais dire, localisée, géolocalisée. On pourrait dire, tiens,
L'Europe capte toutes les ferrailles du monde, mais ça voudra dire qu'il y aura plus de CO2 produit ailleurs dans le monde. Néanmoins, alors, qu'est-ce qu'on fait? On joue sur ces technologies. Donc, j'ai parlé du DRI. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais c'est donc de la réduction directe de minerais de fer. Ça permet déjà des réductions d'émissions de CO2 drastiques. On combine ça avec du scrap. Alors sachez que déjà dans un haut fourneau, hein, enfin c'est pas l'étape de haut fourneau parce que l'étape de haut fourneau sert à fabriquer uniquement la fonte, mais quand on est au convertisseur, hein, quand on va faire vraiment l'acier, quand on va retirer le carbone pour en faire de l'acier, on intègre déjà du scrap. Hein. On intègre déjà des ferrailles à hauteur de 10, 15, 18%. Donc on a déjà un pourcentage d'utilisation de ferraille, même dans une filière fonte dite classique, déjà significatif. Après, on est capable, avec d'autres voies, et notamment au niveau des fours électriques, de monter à des taux de scrap qui peuvent être quasiment 100%. Mais une fois encore, hein, on est obligé de travailler sur tout. Je fais apparaître ici, là, sur ce transparent, l'hydrogène. Hein. J'ai dit que dans l'équation, l'énergie est également centrale. Ça, c'est évident. Donc, pour dire à quel point nos industries, les industries sont interconnectées, les progrès doivent être combinés, financés, ça veut dire des infrastructures, ça veut dire pas mal de choses, hein, pour créer des clusters, désolé, encore un anglicisme, mais voilà, des regroupements de compétences et de se concentrer dans certaines zones. Comme on l'a fait par le passé, hein, il faut avoir dans l'idée que il y a un certain nombre de tranches nucléaires qui ont été, dès le départ, peu ou prou consacrées à certaines industries. Je parlais de l'industrie de l'aluminium, évidemment, ça en faisait partie. Alors, chose peut-être que je n'ai pas encore évoquée, je vous disais, dans notre trajectoire, enfin je vais peut-être juste revenir juste avant, quand je parlais des derniers pourcents pour arriver à la neutralité carbone, on a évidemment un foisonnement de technologies avec des rendements, avec des consommations énergétiques diverses et variées. On crée des gaz, on les retraite, on fait en sorte de pouvoir finalement réaliser des éléments qui pourraient être utilisés par d'autres industries, se substituer notamment pas mal à de la pétrochimie, hein, ça c'est un des axes, hein, de dire on a des gaz avec un pouvoir calorifique, on a des gaz avec des éléments qui vont pouvoir créer au final de l'éthanol, je vais en parler dans 2 secondes. À la fin, une fois qu'on a fait tout ça, dans toutes les équations qu'on établit aujourd'hui, alors on va dire c'est la connaissance à 2023, hein, et on est sur une révolution, mais une révolution avec, c'est plutôt un marathon ou une course à minima de demi-fond. On parle jusqu'à 2050, donc il peut se passer évidemment beaucoup de choses, mais on a la conscience du fait qu'il restera du CO2. Et c'est pour ça qu'on va même, sur ces derniers pourcents, travailler et être à la pointe de certains projets de captage. Et ça, c'est pas si répandu que ça en Europe, et je mentionnerai juste après le projet à Dunkerque, et c'est des choses voilà, qui sont du coup avec de la géologie par exemple, hein, ce qui est peut-être également important, et c'est pour ça que je vais peut-être en discuter sur ce transparent, c'est on a les métiers de la sidérurgie, j'allais dire, traditionnels, et qu'est-ce qu'on peut dire comme, qu'est-ce qu'on met dans le sous traditionnel, ça pourrait être l'objet d'une conférence à elle toute seule, notamment voilà, en disant que en venant des ponts et chaussées, une école, allez, je reprends le terme généraliste, c'est peut-être pas le bon, mais c'est celui que je vais utiliser maintenant. On voit après qu'il y a une multitude de métiers au sein d'une organisation comme peut être celle d'ArcelorMittal. On cherche aujourd'hui même des nouveaux métiers, évidemment. Hein. Quand on parle d'analyse cycle de vie, c'est les ingénieurs qui ont une expérience dans le domaine, c'est denrées rares. On parle de biochimie. Ici, je vais pas m'étendre beaucoup sur le sujet, mais vous avez Carbalist, qui est un projet pilote pour le coup qui est développé en Belgique, où on va aller en fait utiliser des gaz, passer par
j'allais dire, une fermentation biochimique pour à la fin fabriquer de l'éthanol et donc se substituer à certaines productions de la pétrochimie. Et là, vous imaginez bien qu'on est dans des métiers qui n'existaient pas au sein d'ArcelorMittal. C'est des choses toutes nouvelles, donc on va chercher voilà, des biochimistes, des métiers nouveaux. Et c'est vrai ça dans tous les domaines. Alors, je ne parle pas du digital parce que quelque part ça c'est transversal de tous nos métiers, de toutes nos industries, mais on va vraiment aller chercher aujourd'hui des compétences, des savoir-faire, des ouvertures d'esprit, comme on le disait juste avant, sur cette sensibilité à l'impact environnemental qui va être centrale de toutes nos activités. Donc c'est des blocs technologiques, je ne regarde pas vraiment le temps, j'espère. Ouais, ok, allez, 2-3 minutes et on va y arriver. Voilà, pour qu'il y ait des questions, pardon. Donc je fais vite. Donc on le construit comme des blocs technologiques, qui vont pouvoir être dupliqués sur nos sites, qui vont être potentiellement multipliés. Chaque, j'allais dire, réacteur, chaque technologie traite une petite partie du problème. Si on voit que c'est une bonne technologie, si on voit que le rendement est au rendez-vous, on sera capable de le dupliquer dans tous nos sites, on sera capable de multiplier la taille. Donc c'est bien la logique. Je vais juste 2 secondes m'arrêter donc sur ce projet de capture du CO2. Alors, déjà pour dire, voilà, on imagine, on dit projet de capture de CO2 à Dunkerque. Le CO2, on ne va pas le mettre dans le sol de Dunkerque. C'est des projets qui sont multipartis, multinationaux, européens en l'espèce. Et donc, il y a une logique de chercher les meilleurs endroits. Alors, des bons endroits, ça peut être par exemple là où il y avait des gisements de gaz, parce que quelque part, ça veut dire que le sous-sol, il a démontré sa capacité à stocker du gaz, et sans le relâcher, c'est une bonne nouvelle. Voilà, des zones aquifères, je vais pas m'étendre là-dessus, mais il faut imaginer que une fois qu'on a dit ça, le principe peut paraître un peu simple, mais il va falloir mettre en place des technologies qui n'existent pas, de purification du CO2, de transporter le CO2, le remettre, le liquéfier, que sais-je, enfin, tout un tas de technologies, l'emmener et l'enfouir. Et donc ça, juste aussi une photo pour dire que c'est des choses concrètes. Je vous décris des choses, ça a l'air sur des transparents, c'est des petites flèches, c'est des principes, j'allais dire, technologiques. En pratique, vous avez des réacteurs, en pratique, vous avez des installations industrielles, c'est des dizaines de mètres de haut, c'est des centaines de tonnes d'acier, c'est beaucoup de mètres et de kilomètres de câbles, d'analyse et de suivi. Et là, donc, c'est une photo tout à fait concrète. Si vous allez à Dunkerque, vous serez capable d'apercevoir notamment ce projet, qui est un projet de démonstration. C'est-à-dire que à la base, on regarde un volume de CO2 à retraiter et il faudrait être 100 fois supérieur en volume pour traiter la totalité du site de Dunkerque, par exemple. Et alors, je vais vite, j'ai dit que j'allais vite. On a des projets partout. Ça, je pense que je l'ai déjà dit, je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est une interconnexion très forte avec les autorités de tutelle, les autorités, les nations, les régions, les pays. La fourniture énergétique ou le projet de fourniture énergétique décarbonée, c'est essentiel dans l'équation. On est soutenu, voilà, ça c'est une visite de Jean Castex justement sur ce site de Dunkerque. Lorsqu'il était Premier ministre, il y a des annonces partout, il y a des plans de plusieurs milliards d'investissements dans ces technologies. Pour dire aussi que je vous ai décrit des changements, des révolutions dans cette industrie qui nous conduisent aussi à devoir sécuriser la fourniture d'énergie, j'en ai déjà parlé, de ferraille, je reviens dessus. C'était un petit peu en marge de l'activité des groupes sidérurgiques parce que c'était disponible sur le marché. C'est pas qu'on n'en utilisait pas, mais c'était disponible pour tout le monde. Mais pour éviter ces mécanismes de captation qui pourraient être la tentation de certaines industries, on reprend le contrôle quelque part en rachetant des acteurs de cette filière de la ferraille. Pour dire que c'est concret en disant qu'on a en Espagne donc un site qui est avec un four à arc électrique pour fabriquer 1 million de tonnes, que l'Espagne est bien placée pour fournir de l'énergie verte. Donc en combinant les deux, on a été capable depuis 2022 de fournir au niveau du marché
tous les marchés, toutes les industries des aciers à carbone quasi nul, on va dire. Et donc, juste pour le dire aussi, pour dire que on est dans cette phase de construire une marque, de construire une communication aussi autour de ça, on va fournir des éléments pour Paris 2024 à partir d'acier zéro carbone. Et c'est l'avant-dernier, je promis, pour dire que quand on parlait de normes, quand on parlait de labels, quand on parlait d'organisation, au niveau de la profession, j'allais dire, c'est des métiers importants. J'ai parlé de l'analyse cycle de vie juste avant, des signalétiques comme on a pu le voir fleurir dans tous les secteurs, y compris l'agroalimentaire récemment, ou tous les secteurs industriels. Quand vous achetez un véhicule, quand vous achetez un frigo, vous avez ce type de signalétique. Il y a une réflexion en cours pour développer le même type de signalétique dans le cadre de l'industrie sidérurgique. Et voilà, c'est donc une révolution, hein, je préfère prendre ce terme. En tout cas, pour l'industrie sidérurgique, c'est vraiment une révolution. Hein. On a un fondement technologique qui a 100 ou 150 ans, qui s'est évidemment amélioré. Mais voilà, on va tout chambouler. Et donc, quand on disait il y a tout à faire, oui, il y a tout à faire. Donc, les élèves, les futurs ingénieurs sont les bienvenus dans ces industries pour venir accompagner la transition, accompagner la nouvelle révolution industrielle. Excusez-moi si j'ai fait un peu long. Merci beaucoup pour cette présentation inspirante, avec plein de choses. Est-ce que ça suscite des questions dans l'auditoire? Oui. Bonjour. Bonjour. J'ai une petite question sur les systèmes de capture de carbone. C'est quoi leur efficacité à l'heure actuelle? C'est-à-dire que dans le coût total d'émissions de CO2 pour le fabriquer, est-ce que ça peut absorber aux 10 à 15 ans, je ne sais pas combien la durée vie de ce système-là, et au bout de combien de temps vous estimez que ce système-là arrivera à compenser éventuellement toutes les émissions de CO2 produites par la filière? Alors, nous, l'aspect captation ou réutilisation, parce qu'en fait, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il y a aussi un projet qui s'appelle Reuse, pour réutiliser le CO2, notamment, pourquoi pas fabriquer des carburants de synthèse. Enfin, pour l'aviation, il y a pas mal de projets de ce type-là. Comme je l'ai montré, pour nous, c'est plutôt quelque part on aurait pu faire ce choix technologique de se dire, je touche à rien et je vais tout mettre dans le sol. Hein. Alors, je suis même pas spécialiste du tout, pardon, j'allais dire pas complètement, mais je suis pas spécialiste du tout, mais ce que je comprends, moi, pour le vide de l'intérieur, c'est que c'est pas faisable. C'est pas faisable. Donc, pour nous, on ne l'envisage que comme un complément pour la dernière fraction qui n'a pas été finalement éradiquée par toutes les autres évolutions technologiques. Donc, dans le petit schéma que j'avais montré, on parlait des 10% oui, on imagine, en tout cas pour l'industrie sidérurgique, il y a peut-être d'autres industries qui le calculent autrement, mais pour nous, la source de CO2 est telle qu'on n'aura pas des marchés... Parce qu'on peut aussi parler de la réutilisation, on peut trouver des idées intelligentes, mais si le marché en face, en volume, il est disproportionné, parce qu'on peut dire on va faire du carburant pour l'aviation, mais si ce qu'on fabrique, c'est 10 fois la consommation de tous les avions dans le monde, ça sert à rien. Donc voilà, c'est vu comme une technologie pour les derniers pourcents. Alors, peut-être savoir que c'est des choses auxquelles on réfléchit de longue date. Hein, c'est-à-dire que le centre de recherche de Mézières-les-Messes, à côté de Metz, travaille sur ces projets de captation depuis très longtemps. On en était à des stades laboratoires, R&D, démonstrateurs. Il y avait Ulcos qui existait. Si vous tapez dans Google, vous allez peut-être retrouver, je ne sais plus, ça doit avoir 10-15 ans. Mais donc voilà, c'est des projets qu'on a de longue date. Et là, ça devient concret parce que on voit bien que dans notre trajectoire, il restera un reliquat de CO2 qu'on ne saura pas éliminer. Et on n'a pas d'autre choix que de le capturer, c'est de le réutiliser ou de l'enfouir. Mais ce n'est pas du tout majeur dans la stratégie, ça peut être qu'une solution technologique de complément.
En tout cas pour l'industrie sidérurgique. On a une telle source à la base, si on restait sur une filière charbon classique, on en génère énormément. Pour une tonne d'acier, vous avez 2 tonnes de CO2, donc... J'avais une petite question. Ah, j'avais pas vu. Bonjour. Bonjour. Merci pour cette présentation. L'équation chimique qui était proposée, elle avait l'air simple avec la transformation de l'oxyde de fer grâce à l'hydrogène. Est-ce que vous pourriez en dire plus sur les contraintes technologiques qui font que c'est pas si simple que ça de l'utiliser? Alors, les DRI, il faut peut-être quand même être honnête là-dessus, ça existe. Ça existe de longue date. Et c'est peu connu en Europe en fait. Donc, si vous voulez, technologiquement, cette solution d'utiliser du gaz naturel, parce que c'est ce qu'on faisait jusqu'ici. Donc, l'équation, elle n'était pas si vertueuse que ça jusqu'ici, et elle ne sera pas vertueuse tant que, alors, on lui donne des couleurs à l'hydrogène, tant qu'il sera gris et pas bleu, on ne sera pas vraiment à l'équation attendue. Mais cette utilisation de pellets pour derrière les réduire avec du gaz naturel ou de l'hydrogène, c'est utilisé depuis longtemps. Le nerf de la guerre, c'est finalement la matière première. Quand je vous ai montré sur un des slides, je n'ai pas pu rentrer dans le détail, mais tout le monde se cherche sur comment on va faire ce minerai de fer aggloméré qu'on va pouvoir après réduire. En fait, c'est là qu'est vraiment la difficulté. Quand on en fait une petite, c'est souvent le cas, c'est comme pour les ferrailles. Utiliser une petite quantité de ferraille très bien triée, de la belle ferraille pour faire du bel acier, ça on le fait. Maintenant qu'on veut en faire énormément, qu'on veut le faire avec des rendements très importants, c'est souvent là où on a un peu des barrières technologiques. Et donc aujourd'hui, on a dessiné des nouveaux, j'allais dire réacteurs, pour prendre le terme un peu générique dans l'industrie, à des tailles qui n'ont jamais été vues dans le monde. Donc, à des tailles intermédiaires, ça fonctionne, c'est maîtrisé. Le côté, j'allais dire, le multiplier par 5 ou 10 en taille, ça n'a jamais été fait. Donc c'est là où, voilà, on est avec ce qu'on appelle des fois les OEM chez nous, c'est-à-dire avec des entreprises d'ingénierie, qui ont fait ça par le passé, qui ont l'expérience d'une version 10 mètres de haut, et là on leur dit ça va être 3 fois plus en diamètre, 3 fois plus en hauteur, et contrôler ce type c'est là où est le... Et je ne vais pas aussi cacher le fait qu'on pose énormément de brevets. Il y a une course à la propriété intellectuelle dans ce domaine, parce qu'on sent bien que dans le domaine de la matière première et des technologies et de la maîtrise technologique à ces tailles, il y a une recherche. C'est pour ça. Après, moi, je ne suis pas complètement spécialiste de ça. Je vends de l'acier et je supporte les clients auto, et c'est une discussion qu'on a tous les jours avec eux. Mais là, voilà, le secret technologique, il va être dans la maîtrise de la ressource et de pouvoir transposer ces technologies à des tailles importantes. Et après, on attend aussi de l'industrie énergétique à côté, qu'elle nous trouve de l'hydrogène bleu en grande quantité. Voilà. Donc, et l'énergie, voilà, quand on parle, juste pour le dire, sur Dunkerque, on va investir dans des fours à arc électrique avec des dimensions colossales. Ça veut dire toute l'infrastructure, là, on va en tirer des lignes électriques. C'est presque le plus compliqué du projet. Quand on pense, l'équation elle est simple, mettre de la ferraille, mettre un arc électrique, le chauffer très fort et que ça fonde, je l'ai décrit, ça a pris 3 secondes et demie. Maintenant, amener l'énergie nécessaire pour que ça puisse être rendu possible à ces tailles, on refait une ligne directe avec les tranches nucléaires qui entourent la zone de Dunkerque. Grâce à Dieu, voilà, il y a même dans les projets de PR, sans trahir de secret, il y a aussi des localisations qui sont liées à des projets industriels, parce que quand je vous disais on pèse 18% du CO2 français, il va falloir que l'État nous accompagne pour pouvoir
les effacer à horizon 2050 et nous accompagner, c'est notamment, par exemple, amener des EPR à côté de là où on va mettre des fours arc électriques. C'est ce réseau, ce maillage qui est indispensable. Donc la difficulté, elle est là, des fois. Faire un gros trou, une grosse... et amener un gros câble électrique. Avec des pertes électriques. Enfin voilà, on réfléchit en même temps, vu ce qu'on passe, on passe en très haute tension, enfin on va essayer de minimiser les pertes, parce que si à la fin l'équation énergétique elle est un peu bancale, on n'aura résolu qu'une partie du problème. Merci de la question. Je pense qu'on est bon. Merci beaucoup pour cette présentation, encore une fois. Merci.